La pluie martelait les pavés de Lyon avec une insistance cruelle, comme si le ciel cherchait à laver les blessures invisibles de la ville. Élodie Camille Vautrin serrait contre elle son vieux manteau élimé, ses doigts à tremblants ajustant machinalement le foulard de soie défraîchi, le seul héritage tangible de sa mère disparue. À 29 ans, elle portait encore cette cicatrice discrète au menton, souvenir d'un foyer d'accueil particulièrement dur, et cette courbure légère des épaules que laissent les années de solitude. Ses yeux castagno esverdeados scrutaient les vitrines illuminées des boutiques, non par envie, mais par habitude, celle de chercher un abri, une opportunité, n'importe quoi qui puisse repousser la faim qui lui tenaillait l'estomac depuis 2 jours. Son carnet de dessin, protégé dans un sac plastique usé, contenait ses seuls trésors, des croquis d'architecture lyonnaise qu'elle réalisait durant ses rares moments de répit. C'est alors qu'une silhouette élégante émergea de la brume, se détachant comme un mirage au milieu du chaos urbain. Adrien-Baptiste Delacroix marchait d'un pas assuré, ses 41 ans portés avec une prestance naturelle. Son sobretudo de cachemire gris anthracite épousait parfaitement sa stature imposante. Ses gants de cuir noir témoignaient d'un raffinement qui semblait appartenir à une autre époque. Ses cheveux blonds foncés, toujours impeccablement coiffés, brillaient sous l'éclat des réverbères, et ses yeux gris-bleu avaient cette froideur calculée de ceux qui ont appris à maîtriser chaque émotion. Le parfum amaderado de terre d'Hermès qui l'accompagnait se mêlait à l'air humide, créant une aura de sophistication qui contrastait violemment avec l'atmosphère désolée de cette soirée pluvieuse. Adrien consultait compulsivement sa montre ancienne, un héritage familial qu'il chérissait plus que tout, quand son regard croisa celui d'Élodie. Quelque chose dans ses yeux verts l'arrêta net. Peut-être y reconnut-il cette solitude familière, cette détresse muette qu'il connaissait si bien, pour l'avoir vue dans son propre reflet durant tant d'années. Élodie, surprise par cette attention inattendue, baissa instinctivement la tête, habituée à l'indifférence du monde. « Mademoiselle » articula-t-il d'une voix grave, teintée d'un accent bordelais presque imperceptible. « Vous allez bien ?» La question, pourtant simple, résonna dans l'esprit d'Élodie comme un écho lointain. Cela faisait si longtemps qu'on ne lui avait pas demandé comment elle allait, vraiment demandé, avec cette intensité dans le regard qui suggérait qu'on se souciait réellement de la réponse. « Oui, merci », balbutia-t-elle, ses mots se perdant presque dans le bruit de la pluie qui redoublait d'intensité. Adrien observa son visage délicat marqué par la fatigue, ses mains rougies par le froid, ce mélange troublant de vulnérabilité et de force contenue qui émanait de toute sa personne. Pour la première fois depuis des années, ses mécanismes de défense habituels semblaient défaillir face à cette rencontre impromptue. « Vous habitez dans le quartier ?» insista-t-il, conscient que cette sollicitude inhabituelle le surprenait lui-même. Élodie hésita. Avouer qu'elle n'avait plus de domicile fixe depuis 3 semaines, qu'elle survivait en dormant dans des halls d'immeubles et en multipliant les petits boulots précaires, le regard perçant d'Adrien semblait lire en elle comme dans un livre ouvert. « Pas vraiment », finit-elle par répondre, sa voix trahissant une lassitude profonde. Un silence s'installa entre eux, rythmé par les gouttes qui s'écrasaient sur le bitume. Adrien, homme d'habitude rigide et de protocole bien établi, se retrouvait face à un dilemme moral qui ébranlait ses certitudes. Cet héritage capricornien qui le poussait toujours à analyser avant d'agir, se heurtait soudain à une impulsion qu'il ne contrôlait pas. « Il y a un café ouvert rue Mercière », proposa-t-il finalement, surprenant par sa propre spontanéité. « Permettez-moi de vous offrir quelque chose de chaud. » L'invitation flotta dans l'air comme une bouée de sauvetage inattendue. Élodie leva les yeux vers cet homme mystérieux qui venait de bouleverser sa soirée, cherchant à déceler dans son expression une quelconque arrière-pensée. Mais elle n'y trouva qu'une sincérité troublante, presque douloureuse. Cette rencontre fortuite entre 2 solitudes allait marquer le début d'une histoire qui transformerait à jamais leurs destins entremêlés dans les rues humides de cette Lyon nocturne qui ne se doutait pas qu'elle venait d'assister à la naissance d'un amour aussi improbable qu'inévitable. Le café de la rue Mercière baignait dans une lumière tamisée, ses murs de pierre apparentes témoignant de l'histoire lyonnaise. Élodie s'installa précautionneusement sur la banquette de velours bordeaux, ses mains encore tremblantes de froid serrant la tasse de chocolat chaud qu'Adrien avait commandée pour elle. La chaleur du breuvage remontait lentement dans ses veines, apaisant cette tension constante qui l'habitait depuis des semaines. Adrien l'observait discrètement par-dessus sa tasse de café noir, étudiant ce visage aux traits délicats que la fatigue n'arrivait pas à ternir complètement.
Il y avait quelque chose d'énigmatique dans la manière dont elle tenait sa tasse à 2 mains, comme si ce simple geste révélait une habitude de chérir les rares moments de réconfort. « Vous dessinez ?» demanda-t-il en désignant le carnet qu'elle avait posé près d'elle, une page cornée dépassant légèrement. Élodie sursauta légèrement, peu habituée à ce qu'on s'intéresse à elle avec une telle attention. Ses doigts effleurèrent instinctivement la couverture usée du carnet, hésitant à dévoiler cette part intime de son existence. « C'est juste des croquis. Que rien d'extraordinaire, » murmura-t-elle, sa voix portant cette méfiance instinctive de ceux qui ont appris à protéger leurs rêves. « Puis-je voir ?» insista Adrien avec une douceur qui la surprit. Après un moment d'hésitation, Élodie ouvrit le carnet sur une page représentant la façade de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Ses traits de crayon révélaient une technique autodidacte, mais un œil remarquable pour les détails architecturaux. Chaque pierre semblait avoir été observée avec une attention amoureuse, chaque ombre soigneusement travaillée. « C'est remarquable », souffla Adrien, et sa sincérité transparaissait dans chaque mot. « Vous avez étudié l'architecture ?» Un rire amer échappa à Élodie. « Les études, c'est pour ceux qui ont les moyens de se les offrir. Moi, j'ai appris en regardant, en dessinant ce qui me touchait. » Cette réponse frappa Adrien comme un coup au cœur. Lui qui avait grandi dans l'opulence de Bordeaux, entouré des privilèges que procure un nom respecté et une fortune familiale, découvrait soudain une réalité qu'il n'avait jamais vraiment considérée. Cette femme, en face de lui, possédait un talent indéniable, mais la vie ne lui avait offert aucune des opportunités qu'il avait toujours tenues pour acquises. « Où travaillez-vous actuellement ?» s'enquit-il, bien qu'il pressentît déjà la réponse. « Nulle part en ce moment, » avoua-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « J'ai perdu mon dernier emploi il y a 3 semaines. Le patron a fermé son café sans prévenir. » Un silence pesant s'installa entre eux. Adrien contemplait cette femme qui luttait pour sa survie avec une dignité qui forçait le respect, tandis qu'Élodie se demandait pourquoi elle se confiait si facilement à cet inconnu élégant qui semblait appartenir à un monde si différent du sien. « J'ai une proposition à vous faire », déclara soudain Adrien, ses yeux gris-bleu fixant intensément les siens. « Ma famille possède une vinicola près de Bordeaux. Nous cherchons quelqu'un pour s'occuper de nos archives et créer de nouveaux designs pour nos étiquettes. » Élodie le regarda incrédule. « Vous ne me connaissez même pas, pourquoi feriez-vous ça ?» Adrien marqua une pause, cherchant lui-même la réponse à cette question. Pourquoi, en effet? Lui qui ne prenait jamais de décisions impulsives, qui analysait chaque situation avec la méticulosité d'un stratège, se retrouvait à offrir un emploi à une inconnue rencontrée sous la pluie. « Peut-être parce que le talent reconnaît le talent », répondit-il finalement, ces mots portant une vérité qu'il commençait à peine à comprendre lui-même. « Et si je refuse ?» demanda Élodie, testant la sincérité de cette offre qui lui semblait trop belle pour être vraie. « Alors vous refusez. Je ne vous demande rien en retour, mademoiselle. » Il s'arrêta, réalisant qu'il ne s'était même pas présenté. « Élodie, Élodie Vautrin. » Adrien Delacroix. Le nom résonna dans l'esprit d'Élodie comme un écho familier, bien qu'elle n'arrivât pas à identifier d'où lui venait cette sensation de déjà-vu. Delacroix. Ce nom lui évoquait quelque chose, un souvenir flou de son enfance, mais elle n'arrivait pas à préciser quoi. « Les vignobles Delacroix de Bordeaux », murmura-t-elle, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « Vous connaissez ?» s'étonna Adrien. « De réputation seulement. Qui ne connaît pas cette marque? Ce qu'elle ne dit pas, c'est que ce nom lui rappelait confusément des conversations entendues dans son enfance, des mots chuchotés entre adultes quand il pensait qu'elle ne les écoutait pas. Mais ses souvenirs restaient trop flous, trop fragmentaires pour qu'elle puisse les saisir clairement. Adrien sortit une carte de visite de son portefeuille, la tenant entre eux comme une promesse. « Réfléchissez-y. Si vous acceptez, vous pouvez m'appeler demain. Le poste est à vous si vous le voulez. » Élodie fixa la carte élégante, sentant que cette rencontre fortuite était peut-être le tournant qu'elle attendait, sans oser l'espérer. Dans les yeux d'Adrien, elle ne lisait ni pitié ni condescendance, mais quelque chose de plus troublant encore, une reconnaissance mutuelle, comme si 2 âmes perdues venaient de se retrouver. 3 jours plus tard, Élodie descendait du train à la gare de Bordeaux, son unique valise à la main et l'estomac noué par l'appréhension. Elle avait finalement appelé Adrien, poussée autant par le désespoir que par une curiosité inexplicable concernant ce nom qui continuait de résonner étrangement dans sa mémoire. Le voyage depuis Lyon lui avait permis de réfléchir, mais aussi d'amplifier ses doutes. Qu'allait-elle faire dans ce monde de vignobles et de traditions millénaires? Adrien l'attendait près de sa Mercedes noire, impeccablement vêtue d'un costume sombre
qui accentuait sa prestance naturelle. En la voyant approcher, quelque chose dans son expression se radoucit imperceptiblement. Il avait passé ces 3 derniers jours à se demander si elle viendrait réellement et à analyser les raisons profondes qui l'avaient poussé à faire cette offre impulsive. « Bienvenue en Gironde, Élodie », dit-il en prenant délicatement sa valise, un geste courtois qui la surprit par sa simplicité. Le trajet vers le domaine familial se déroula dans un silence contemplatif. Élodie observait par la fenêtre ces paysages de vignes qui s'étendaient à perte de vue, ces châteaux au loin qui semblaient surgir d'un autre siècle. Tout ici respirait la permanence, l'enracinement, concept qui lui était si étranger à elle, qui n'avait jamais eu de véritable foyer. « C'est impressionnant », murmura-t-elle en découvrant le domaine de la Croix. Le château du XVIIIe siècle se dressait majestueusement au centre de la propriété, ses pierres blondes réchauffées par le soleil de fin d'après-midi. Les vignes s'organisaient en rangées parfaites autour de la demeure, créant un tableau d'une harmonie saisissante. Élodie sentit son cœur se serrer. Comment pourrait-elle trouver sa place dans un tel décor? « Votre chambre se trouve dans l'aile est, expliqua Adrien en garant la voiture devant le perron orné de colonnes. Elle donne sur les jardins. J'ai pensé que vous apprécieriez la vue. Il la guida à travers des couloirs aux murs tapissés de portraits d'ancêtres, leurs regards sévères semblant juger cette intruse aux origines incertaines. Élodie marchait en silence, intimidée par tant d'opulence et d'histoire familiale. Chaque meuble, chaque tableau racontait des générations de réussite et de tradition. La chambre qu'Adrien lui avait attribuée était d'une élégance sobre. Un lit à baldaquin trônait au centre, face à une fenêtre qui ouvrait effectivement sur des jardins magnifiquement entretenus. Sur la table de chevet, quelqu'un avait disposé un bouquet de roses blanches, une attention délicate qu'Élodie attribua instinctivement au maître des lieux. Le bureau des archives se trouve au rez-de-chaussée, dans la tour nord, précisa Adrien, s'attardant près de la porte. Nous commencerons demain matin. Pour ce soir, reposez-vous. Le dîner est servi à 20h si vous le souhaitez. Une fois seule, Élodie s'effondra sur le lit, submergée par l'étrangeté de sa situation. Elle qui avait grandi dans des institutions froides et impersonnelles se retrouvait dans un château bordelais, employé par un homme dont les motivations restaient un mystère. Elle sortit de sa valise le flacon de l'ombre dans l'eau, son parfum de diptyque, le seul luxe qu'elle s'était jamais autorisé, économisé sou par sou. Ce parfum floral et sombre était son ancrage, son lien avec la mémoire floue de sa mère. En se préparant pour le dîner, elle enfila sa seule robe convenable, un vêtement simple mais élégant dans sa sobriété. En descendant l'escalier principal, elle croisa une femme d'âge mûr aux cheveux gris impeccablement coiffés, dont le regard la jaugea avec une froideur non dissimulée. « Vous devez être mademoiselle Vautrin », déclara la femme d'un ton pincé. « Je suis Marguerite Delacroix, la tante d'Adrien. J'espère que vous saurez vous montrer reconnaissante de l'opportunité qui vous est offerte ici. » Le sous-entendu était clair. Élodie n'était pas la bienvenue aux yeux de cette gardienne des traditions familiales. Elle se contenta d'un hochement de tête poli, habituée à ce genre d'hostilité à peine voilée. Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue. Autour de la grande table en chêne massif, Adrien présenta Élodie à divers membres de la famille et employés du domaine. Tous la saluèrent avec une politesse de façade qui ne masquait pas leur scepticisme. Comment cette inconnue sans référence avait-elle réussi à obtenir un poste aussi rapidement? « Parlez-nous de votre expérience dans le domaine vinicole », lança le cousin d'Adrien, Olivier, un homme corpulent aux manières affectées. « Je n'en ai aucune », répondit Élodie avec une franchise qui surprit l'assemblée. « Mais j'apprends vite, et je compte bien me montrer digne de la confiance qu'on me témoigne. » Adrien observait ces échanges avec une attention particulière, notant la grâce avec laquelle Élodie affrontait cette épreuve sociale. Il y avait en elle une dignité naturelle que ni la précarité ni l'hostilité ambiante n'arrivaient à entamer. Après le repas, il la raccompagna jusqu'au pied de l'escalier. Dans la pénombre du hall, éclairée seulement par les bougies des chandeliers, ils se retrouvèrent face à face, conscients tous deux que cette première journée au domaine marquait le véritable début de leur histoire commune. « Merci, dit simplement Élodie, pour tout. Ne me remerciez pas encore, répliqua Adrien avec un demi-sourire. Attendez de voir si vous supportez de vivre ici plus d'une semaine. » Il y avait dans sa voix une note d'autodérision qui révélait sa propre conscience de l'atmosphère parfois étouffante du domaine familial. Ce moment d'intimité partagée, cette complicité naissante face aux conventions sociales, scellait entre eux un lien qui dépassait déjà les simples relations employeur-employé. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée d'Élodie au domaine. Chaque matin,
Elle se rendait dans la tour nord, où l'attendaient des décennies d'archives poussiéreuses. Cataloguer les documents anciens, dessiner de nouveaux designs pour les étiquettes. Ces tâches lui procuraient une satisfaction qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Pour la première fois de sa vie, son travail avait du sens, une permanence qui contrastait avec la précarité de son passé. Adrien passait régulièrement la voir, prétextant vérifier l'avancement du travail, mais leur conversation dérivait souvent vers des sujets plus personnels. Il découvrait peu à peu cette femme complexe, marquée par les épreuves mais animée d'une force intérieure remarquable. Elle, de son côté, percevait derrière le masque de froideur d'Adrien une sensibilité qu'il s'efforçait de dissimuler. Ce matin-là, un éclat de rire cristallin résonna depuis la cour du domaine, brisant la routine habituelle. Élodie leva la tête de ses dossiers, intriguée par cette joie spontanée qui détonnait dans l'atmosphère feutrée du château. Par la fenêtre, elle aperçut une jeune femme aux cheveux bouclés teints de reflets cuivrés, qui gesticulait avec animation, en parlant à l'un des employés. Son cœur fit un bond. Cette silhouette, cette énergie débordante, c'était impossible. Et pourtant, Léa, murmura-t-elle, abandonnant ses documents pour se précipiter vers l'escalier. Elle dévala les marches 4 à 4, traversa le hall d'entrée sous les regards réprobateurs des portraits ancestraux et poussa la lourde porte donnant sur la cour. La jeune femme se retourna au bruit et un sourire radieux illumina son visage hâlé. « Hello, ma petite Hello !» Léa Chantal-Moreau se jeta dans les bras de son amie d'enfance, ses 30 ans pétillants de cette vitalité qui l'avait toujours caractérisée. Ses tatouages floraux ornèrent ses bras nus et son style bohème chic contrastait délicieusement avec l'austérité ambiante du domaine. Son parfum de Chloé se mêlait à l'air matinal, apportant une note de fraîcheur moderne dans cet univers traditionnel. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia Élodie, encore sous le choc de ses retrouvailles inespérées. « Je viens travailler comme assistante de production. Figure-toi que j'ai postulé il y a 2 semaines, et ils m'ont rappelé hier. Quelle coïncidence fantastique, non ?» Léa recula pour mieux observer son amie. « Toi, tu as l'air différente, plus sereine. Ce endroit te va bien. » Élodie ne put retenir ses larmes. Retrouver Léa ici, dans ce lieu où elle se sentait encore si déplacée, c'était comme recevoir un cadeau inespéré du destin. Leur amitié avait survécu aux séparations imposées par le système des foyers d'accueil, entretenus par des lettres sporadiques et de rares retrouvailles. Léa avait été sa sœur de cœur durant ces années difficiles, celle qui savait faire rire même dans les moments les plus sombres. « Comment as-tu su que j'étais ici ?» demanda Élodie en essuyant ses joues. « J'ai mentionné ton nom dans ma lettre de motivation, en espérant que ça ne nuirait pas à mes chances. Je pensais que tu travaillais toujours à Lyon, mais apparemment... » Léa haussa les sourcils avec malice. « Il y a des choses que tu as oublié de me raconter, ma chérie. » C'est à ce moment qu'Adrien apparut dans l'encadrement de la porte, attiré par le bruit de cette effusion joyeuse qui perturbait la quiétude habituelle du domaine. Il observa la scène avec curiosité, notant la transformation spectaculaire d'Élodie. Pour la première fois depuis son arrivée, elle rayonnait d'un bonheur authentique. « Monsieur Delacroix, » dit Élodie en se reprenant, « je vous présente Léa Moreau, votre nouvelle assistante de production, et aussi ma meilleure amie depuis l'enfance. » Adrien s'approcha, sa prestance habituelle légèrement adoucie par l'émotion palpable qui imprégnait cette rencontre. Léa le salua avec cette assurance naturelle qui la caractérisait, nullement intimidée par son statut ou son élégance. « Enchantée, mademoiselle Moreau, bienvenue au domaine de la Croix. Merci de m'accueillir, monsieur, et permettez-moi de vous féliciter pour votre excellent goût, » ajouta-t-elle avec un clin d'œil complice à Élodie. « Employer mon ami est la meilleure décision que vous ayez prise cette année. » Un silence amusé s'installa. Adrien se surprit à apprécier cette spontanéité rafraîchissante, si différente de la retenue calculée qui régnait habituellement au domaine. Il comprenait maintenant d'où venait cette force tranquille qu'il percevait chez Élodie. Elle avait eu dans sa vie quelqu'un comme Léa, quelqu'un qui croyait en elle inconditionnellement. « Vous devriez visiter le domaine ensemble, » proposa-t-il impulsivement. « Élodie connaît déjà les lieux, elle pourra vous faire découvrir votre nouvel environnement de travail. »« Avec plaisir !» s'exclama Léa avant de se tourner vers son ami. « Et tu me raconteras tout, absolument tout. » Le reste de la journée se déroula comme dans un rêve pour Élodie. Retrouver Léa, c'était renouer avec une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais. Elles parlèrent de leurs années de séparation, de leurs rêves respectifs. Léa et son projet d'atelier de céramique. Élodie et sa découverte tardive d'un talent artistique reconnu. « Il te regarde différemment, tu sais ?» glissa Léa alors qu'elle déjeunait sur la terrasse donnant sur les vignes. « Qui ça »
Ne fais pas l'innocente, ton patron. Il y a quelque chose dans ses yeux quand il te regarde. Quelque chose que j'ai rarement vu chez un homme. Élodie rougit, tentant de minimiser les paroles de son amie. Mais au fond d'elle-même, elle ne pouvait nier cette électricité particulière qui s'installait chaque fois qu'Adrien et elle se trouvaient seuls. Cette tension délicieuse et troublante qu'elle n'osait pas nommer. Le soir venu, Léa s'installa dans la chambre qui lui avait été attribuée, juste en face de celle d'Élodie. Pour la première fois depuis son arrivée au domaine, Élodie s'endormit avec le sourire, réchauffée par la présence de cette amie qui apportait avec elle les souvenirs d'une complicité inaltérable. L'arrivée de Léa allait transformer l'équilibre délicat qui s'était installé au domaine, apportant une énergie nouvelle qui réveillerait des émotions que certains préféraient garder endormies. 2 semaines après l'arrivée de Léa, la dynamique du domaine avait considérablement évolué. L'énergie contagieuse de la jeune femme avait insufflé une nouvelle vie aux couloirs austères du château. Elle chantonnait en travaillant, organisait des pauses improvisées avec les autres employés, et sa joie naturelle contrastait avec l'atmosphère parfois pesante des traditions familiales. Élodie, de son côté, se sentait transformée par cette présence rassurante. Le travail aux archives progressait remarquablement bien, et ses créations artistiques pour les nouvelles étiquettes recevaient l'approbation unanime. Même Marguerite Delacroix, malgré sa réticence initiale, ne pouvait nier la qualité exceptionnelle de ses designs. Ce matin-là, en fouillant dans une malle poussiéreuse datant des années 90, Élodie découvrit une série de documents qui la laissa sans voix. Des contrats de travail, des fiches de paie, des lettres de recommandation. Tous portaient un nom qui fit battre son cœur à tout rompre, Camille Vautrin. Sa mère avait travaillé ici, dans ce domaine, dans cette même propriété où le destin l'avait menée 22 ans plus tard. Ses mains tremblaient en parcourant les documents. Camille avait été employée comme gouvernante et responsable de l'entretien entre 1995 et 1996. Les références étaient excellentes, son travail unanimement apprécié. Alors pourquoi était-elle partie si soudainement? Et surtout, pourquoi n'en avait-elle jamais parlé à sa fille? Élodie, la voix d'Adrien la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, portant cette chemise blanche qui soulignait l'intensité de ses yeux gris-bleu. Depuis l'arrivée de Léa, leurs interactions avaient pris une tournure plus détendue, plus naturelle. Il lui souriait plus souvent et elle osait parfois le taquiner gentiment sur ses manies perfectionnistes. « Vous avez l'air troublé. Quelque chose ne va pas ?» Élodie hésita. Devait-elle lui parler de cette découverte? Cette révélation bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir de son histoire personnelle. Sans un mot, elle lui tendit les documents. Adrien les parcourut rapidement, son expression se transformant au fur et à mesure de sa lecture. Un pli soucieux barrait maintenant son front. « Vautrin, Camille Vautrin », murmura-t-il, comme si ce nom réveillait en lui des souvenirs enfouis. « Je me souviens d'elle. J'avais 18 ans quand elle travaillait ici. Une femme remarquable, très douce, toujours attentionnée. Que lui est-il arrivé? Pourquoi est-elle partie ?» Le silence d'Adrien s'éternisa. Il semblait lutter avec lui-même, pesant soigneusement ses mots. Cette hésitation inhabituelle chez un homme généralement si maître de ses émotions alarma Élodie. « Il y a eu des complications. Ma famille peut parfois se montrer très conservatrice dans ses jugements. » Il marqua une nouvelle pause. « Votre mère était enceinte quand elle a quitté le domaine. » Ces mots frappèrent Élodie comme une gifle. Enceinte. Sa mère était enceinte d'elle quand elle avait dû fuir cet endroit. Mais pourquoi fuir? Quel scandale avait pu justifier un départ si précipité? Qui était le père? Demanda-t-elle d'une voix blanche. Adrien détourna le regard, ses mâchoires se crispant imperceptiblement. Cette question, il l'avait redoutée depuis qu'il avait lu ses documents. La vérité risquait de détruire le fragile équilibre qui s'était installé entre eux. « Je ne peux pas. Ce n'est pas à moi de... »« Dites-moi la vérité, » l'interrompit Élodie, sa voix vibrant d'une émotion contenue. « J'ai le droit de savoir. » À cet instant, Léa apparut dans l'embrasure, alertée par l'éclat de voix de son amie. Elle perçut immédiatement la tension électrique qui régnait dans la pièce, les documents éparpillés sur le bureau, les visages bouleversés. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'enquit-elle avec cette sollicitude protectrice qui la caractérisait. Élodie lui expliqua rapidement sa découverte, ses mots entrecoupés de sanglots qu'elle tentait de retenir. Léa l'entoura de ses bras, lui offrant ce réconfort inconditionnel qui avait bercé leur amitié depuis l'enfance. « Il faut que vous compreniez, » reprit Adrien, visiblement torturé par la situation. « Ma famille. Mon père était un homme respecté, mais aussi très secret sur certains aspects de sa vie.
Quand votre mère est partie, il y a eu des rumeurs, des chuchotements. Personne n'a jamais parlé ouvertement, mais il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Élodie avait compris. Son père biologique était très probablement un membre de la famille Delacroix. Cette révélation expliquait tant de choses. Cette sensation de déjà-vu en entendant ce nom, cette facilité troublante avec laquelle Adrien l'avait aidé, cette reconnaissance mutuelle qu'ils avaient ressentie dès leur première rencontre. « Votre père », murmura-t-elle. « Je ne sais pas, vraiment. Il pourrait s'agir de lui ou de mon oncle Claude, ou même d'un autre membre de la famille. Mon père n'a jamais rien avoué, et votre mère a disparu sans laisser d'explication. » Le silence qui suivit fut lourd de toutes les implications de cette révélation. Si Élodie était effectivement la fille illégitime d'un Delacroix, alors sa présence au domaine prenait une dimension dramatique insoupçonnée, et les sentiments qui naissaient entre Adrien et elle se chargeaient d'une complexité troublante. « Je dois partir », déclara soudain Élodie, en se levant brusquement. « Je ne peux pas rester ici, sachant ça. »« Non !» protesta Adrien avec une véhémence qui les surprit tous. « Ne partez pas, pas maintenant. Nous devons découvrir la vérité ensemble. Vous méritez de connaître votre histoire, toute votre histoire. » Léa observait cet échange avec l'intuition aiguisée de celle qui connaît parfaitement son ami. Elle percevait les sentiments naissants qui se heurtaient maintenant à cette révélation troublante. L'amour et le doute s'entremêlaient dans un nœud émotionnel d'une complexité douloureuse. Cette découverte allait transformer à jamais leur relation, ouvrant un abîme de questions qui exigeaient des réponses, quelles qu'en soient les conséquences. Les 3 jours qui suivirent la révélation furent marqués par une tension palpable qui imprégnait chaque couloir du domaine. Élodie s'était murée dans un silence douloureux, accomplissant machinalement ses tâches tout en évitant soigneusement Adrien. Elle passait ses soirées enfermée dans sa chambre, ressassant inlassablement les implications de cette découverte qui bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir de ses origines. Léa tentait de la réconforter avec cette patience infinie qui caractérisait leur amitié, mais même sa présence bienveillante ne parvenait plus à apaiser le chaos émotionnel qui ravageait le cœur d'Élodie. Comment accepter que sa vie entière repose sur un mensonge? Comment continuer à travailler dans ce lieu qui avait peut-être causé la fuite de sa mère? Adrien, de son côté, multipliait les tentatives d'approche, mais chacune se heurtait au mur de glace qu'Élodie avait érigé autour d'elle. Il voyait dans ses yeux cette douleur familière de l'abandon, cette méfiance qu'il avait réussi à apprivoiser et qui ressurgissait maintenant avec une force décuplée. Ce jeudi matin, une violente tempête s'abattit sur la région bordelaise. Les vents hurlaient entre les vignes, courbant les sarments sous leur puissance destructrice. Les employés s'étaient rassemblés dans le grand chai pour protéger les cuves et surveiller l'évolution des intempéries. Élodie travaillait seule dans la tour nord quand un craquement sinistre résonna au-dessus de sa tête. Une partie de la toiture ancienne venait de céder sous les assauts répétés du vent. L'eau s'engouffrait maintenant dans le bureau des archives, menaçant de détruire des décennies de documents historiques. Sans réfléchir, elle se précipita pour sauver ce qu'elle pouvait, déplaçant frantiquement les cartons vers les zones encore sèches. C'est dans cette urgence qu'Adrien la découvrit, trempée jusqu'aux os, luttant désespérément contre les éléments déchaînés. « Que faites-vous » cria-t-il pour couvrir le bruit de la tempête. « C'est dangereux. Je ne peux pas laisser tout ça être détruit, » répondit-elle, continuant ses allers-retours frénétiques. Adrien comprit alors quelque chose d'essentiel. Malgré sa colère, malgré sa douleur, Élodie ne pouvait s'empêcher de protéger ce patrimoine familial. Même en découvrant que cette famille avait peut-être brisé la vie de sa mère, elle ne pouvait se résoudre à la laisser perdre son histoire. Il se joignit à elle sans un mot, et ensemble ils sauvèrent l'essentiel des archives. Leurs mains se frôlèrent dans l'urgence, leurs regards se croisèrent brièvement, chargés d'une émotion qu'aucun des deux n'osait nommer. Dans cette lutte commune contre la destruction, quelque chose de leur complicité passée ressurgissait. Quand le calme revint enfin, ils se retrouvèrent seuls dans le bureau dévasté, essoufflés et ruisselants. Le silence était lourd de tous les mots non dits, de toutes les questions qui restaient en suspens. « Pourquoi » murmura finalement Adrien. « Pourquoi avoir risqué votre sécurité pour sauver ces documents ?» Élodie le regarda longuement avant de répondre, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Parce que même si cette famille a fait du mal à ma mère, même si je ne sais pas qui je suis vraiment, cette histoire fait partie de moi maintenant. Ces archives, ce domaine, tout ça, sa voix se brisa légèrement. Tout ça compte pour moi, vous comptez pour moi. » Cette confession spontanée les laissa tous deux désemparés. Adrien fit un pas vers elle, ses yeux gris-bleu reflétant une intensité nouvelle. « Élodie,
Ce qui s'est passé entre votre mère et ma famille, ça ne définit pas ce que nous sommes, ça ne définit pas ce que nous ressentons. Comment pouvez-vous en être si sûr, chuchota-t-elle. Et si nous partagions le même sang, alors nous le saurons. Mais en attendant, je refuse de laisser le fantôme du passé détruire quelque chose d'aussi précieux que ce qui naît entre nous. Il tendit la main vers elle, effleurant délicatement sa joue humide. Ce geste d'une tendresse infinie brisa les dernières résistances d'Élodie. Elle ferma les yeux, savourant ce contact qu'elle s'était interdite depuis 3 jours. « J'ai peur », avoua-t-elle dans un souffle. « Moi aussi », répondit-il avec une sincérité désarmante, « mais j'ai encore plus peur de vous perdre. » À cet instant, Léa apparut dans l'encadrement de la porte, alertée par le bruit de la tempête. Elle les découvrit dans cette intimité troublante, consciente qu'elle assistait à un moment crucial de leur histoire. Avec cette délicatesse qui la caractérisait, elle se contenta d'un sourire discret, avant de repartir silencieusement. L'orage extérieur s'apaisait progressivement, mais la tempête émotionnelle qui ravageait les cœurs d'Élodie et d'Adrien ne faisait que commencer. Ils avaient franchi une ligne invisible, avouant des sentiments qui définiront désormais chacun de leurs gestes. « Nous devons découvrir la vérité », déclara Élodie avec une détermination nouvelle. « Toute la vérité. Sur ma mère, sur mon père, sur tout ce qui s'est passé ici. Ensemble, promit Adrien, quelles que soient les conséquences. » Cette promesse mutuelle scellait leur alliance face à l'adversité. Ils ne savaient pas encore quels secrets le passé leur réservait, mais ils étaient désormais décidés à les affronter unis, conscients que leur amour naissant était peut-être la seule force capable de les porter au-delà des révélations à venir. Les jours suivants, la tempête marquèrent un tournant dans l'atmosphère du domaine. Élodie et Adrien avaient décidé de mener leur enquête méthodiquement, explorant chaque piste qui pourrait éclairer le mystère du départ précipité de Camille Vautrin. Leur quête commune les rapprochait inexorablement, tissant entre eux des liens qui transcendaient leurs différences sociales. Léa observait cette évolution avec un mélange de joie et d'inquiétude. Elle voyait son amie renaître à la vie, redécouvrir la capacité d'aimer qu'elle croyait éteinte à jamais. Mais elle percevait aussi la complexité tragique de cette situation. 2 êtres qui s'aimaient sans savoir si le destin ne les avait pas déjà condamnés. Ce matin-là, dans le bureau reconstitué de la Tour Nord, Élodie examinait une série de photographies datant de 1995. Sur plusieurs clichés pris lors des vendanges de cette année-là, elle reconnut sa mère, rayonnante dans sa robe d'été clair, entourée des employés du domaine. Camille paraissait heureuse, épanouie, loin de l'image de femme fuyante que sa fille avait imaginée. Elle était belle, murmura Adrien en s'approchant par derrière, contemplant par-dessus son épaule cette femme qui avait marqué sa jeunesse. « Vous l'aimiez bien ?» demanda Élodie, surprise par la nostalgie qu'elle percevait dans sa voix. Tout le monde l'aimait bien. Elle avait cette douceur naturelle, cette façon de s'occuper de chacun, comme si nous étions sa propre famille. Il marqua une pause. C'est étrange maintenant que j'y repense. Elle me rappelait quelqu'un, mais je n'arrivais jamais à déterminer qui. Aujourd'hui, je sais. Elle vous ressemblait. Cette révélation troubla Élodie. L'idée qu'Adrien ait pu être inconsciemment attiré par elle, à cause de cette ressemblance avec sa mère, lui laissait un goût amer. Comme s'il lisait dans ses pensées, il posa délicatement sa main sur la sienne. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Mon attirance pour vous n'a rien à voir avec des souvenirs du passé. Vous êtes unique, Élodie. Votre force, votre talent, votre façon de voir le monde, tout cela n'appartient qu'à vous. » Leurs doigts s'entrelacèrent, naturellement, geste devenu familier depuis qu'ils avaient décidé de ne plus lutter contre leurs sentiments. Cette intimité nouvelle les effrayait autant qu'elle les émerveillait. L'arrivée de Léa interrompit ce moment de tendresse. Elle portait une expression grave qui alerta immédiatement son ami. « J'ai discuté avec Henri, le plus ancien employé du domaine, » annonça-t-elle sans préambule. « Il se souvient très bien de ta mère, Élo, et il accepte de nous parler, mais seulement ce soir, après le service. Il dit qu'il y a des choses que la famille préférerait garder secrètes. » Un frisson parcourut Élodie. Enfin, ils allaient peut-être obtenir des réponses concrètes. Adrien, cependant, semblait partagé entre le désir de connaître la vérité et l'appréhension de ce qu'elle pourrait révéler sur sa propre famille. Le soir venu, ils retrouvèrent Henri dans le petit pavillon qu'il occupait en bordure du domaine. L'homme de 70 ans, au visage buriné par des décennies de travail au grand air, les accueillit avec cette méfiance instinctive des anciens face aux révélations du passé. « Votre mère était une femme bien », commença-t-il après s'être servi un verre de vin rouge. « Trop bien pour ce qui lui est arrivé. Que s'est-il passé exactement ?» l'encouragea Élodie, son cœur battant à tout rompre.
Henri regarda longuement Adrien, comme s'il évaluait jusqu'où il pouvait aller dans ses révélations. Finalement, il sembla prendre une décision. Il y avait quelqu'un qui lui tournait autour, quelqu'un de la famille. Pas votre père, monsieur Adrien, précisa-t-il rapidement. Votre oncle Claude. Il était marié à l'époque, avait des enfants, mais ça ne l'empêchait pas de... Il s'interrompit, cherchant ses mots avec prudence. Claude était insistant, très insistant, et votre mère, mademoiselle, elle essayait de garder ses distances, mais lui ne lâchait pas prise. Quand elle est tombée enceinte, Henri secoua la tête avec amertume. La famille a préféré faire disparaître le problème plutôt que d'affronter le scandale. Disparaître comment? Demanda Adrien, sa voix trahissant une colère froide. On lui a proposé de l'argent pour partir et se taire, beaucoup d'argent. Mais elle a refusé. Alors Marguerite Delacroix s'en est mêlée. Elle lui a dit que si elle ne partait pas, la famille userait de son influence pour s'assurer qu'elle ne trouve plus jamais de travail nulle part, et qu'on lui retirerait son enfant à la naissance. Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Élodie sentit son monde s'écrouler définitivement. Sa mère n'avait pas fui par égoïsme ou par faiblesse. Elle avait été chassée, menacée, contrainte à l'exil pour protéger sa fille à naître. Elle est donc partie, reprit Henri, mais pas avant de m'avoir confié une lettre. Elle m'a dit que si un jour sa fille venait chercher la vérité, je devais la lui remettre. Il disparut quelques instants dans sa chambre et revint avec une enveloppe jaunie par les années, sur laquelle était inscrit d'une écriture élégante « Pour ma fille, Élodie, quand elle sera assez forte pour comprendre ». Les mains d'Élodie tremblaient en prenant cette dernière lettre de sa mère, ce testament d'amour qui avait attendu 28 ans pour lui parvenir. Adrien et Léa l'entouraient de leur présence protectrice, conscients qu'ils assistaient à un moment qui changerait à jamais le cours de cette histoire. Cette lettre contenait peut-être les réponses qu'ils cherchaient, mais aussi les clés d'un avenir que ni l'un ni l'autre n'osaient encore envisager. De retour dans la chambre d'Élodie, le trio se tenait autour de la lettre comme face à un trésor fragile. La lumière tamisée de la lampe de chevet créait une atmosphère intime, presque sacrée, pour ce moment tant attendu. Léa avait pris place sur le fauteuil près de la fenêtre, offrant à son ami l'espace nécessaire pour cette découverte cruciale. Adrien, debout près du lit, observait Élodie avec cette tendresse protectrice qui caractérisait désormais chacun de ses regards. D'une main tremblante, Élodie décacheta l'enveloppe. Le papier, jauni par le temps, révéla plusieurs feuillets couverts de cette écriture soignée qu'elle reconnaissait des rares cartes postales de son enfance. Sa mère lui parlait enfin, après toutes ces années de silence et de questions sans réponse. « Ma chérie, ma petite Élodie », commença-t-elle à voix haute, sa voix se brisant dès les premiers mots. « Si tu lis cette lettre, c'est que tu as trouvé ton chemin jusqu'à ce domaine qui a marqué ma vie à jamais. J'espère que tu y as trouvé plus de tendresse que je n'y en ai laissé. » Adrien s'approcha instinctivement, s'asseyant au bord du lit pour être près d'elle. Cette proximité réconfortante lui donna la force de continuer. « Je dois te dire la vérité sur ton père, ma chérie. Claude Delacroix était un homme charmeur, séduisant, qui savait parfaitement user de son pouvoir pour obtenir ce qu'il voulait. Quand j'ai commencé à travailler au domaine, j'étais jeune, naïve, éblouie par cette famille si raffinée. Lui me faisait me sentir spéciale, unique, alors que j'étais juste une employée parmi d'autres. » Élodie marqua une pause, laissant ses révélations s'imprégner en elle. Connaître enfin l'identité de son père biologique lui procurait un mélange de soulagement et d'amertume. Claude Delacroix, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais dont elle portait les gènes. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte de toi, j'ai d'abord cru qu'il serait heureux. J'étais si innocente. Il m'a proposé de l'argent pour régler le problème, comme il disait. Quand j'ai refusé, il est devenu menaçant. Sa sœur Marguerite s'en est mêlée. Ils m'ont fait comprendre que je n'avais pas ma place dans leur monde, que toi non plus tu n'y aurais jamais ta place. La colère montait en Élodie à chaque mot. Cette famille qui l'accueillait aujourd'hui avait détruit la vie de sa mère par orgueil et mépris de classe. Comment Adrien réagirait-il en apprenant les crimes de sa famille? Mais il y avait quelqu'un de différent dans cette famille, ma chérie, le fils aîné, Adrien. Il n'avait que 18 ans à l'époque, mais déjà une noblesse d'âme qui le distinguait des autres. Il était le seul à me traiter avec respect, à me parler comme à une égale. Plusieurs fois il a pris ma défense face aux remarques déplacées. Je voyais en lui l'homme qu'il deviendrait, juste, généreux, capable d'aimer au-delà des conventions sociales. Ces mots bouleversèrent Adrien. Il se souvenait maintenant de ces moments où il avait instinctivement protégé Camille, sans comprendre pourquoi son comportement l'indignait autant. Cette femme avait vu en lui des qualités qu'il ne se reconnaissait même pas à l'époque. « J'ai quitté le domaine un soir d'octobre, ma chérie. Avec toi dans mon ventre,
et l'espoir fou qu'un jour tu comprendrais que tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Je n'ai jamais regretté de t'avoir gardé, jamais regretté d'avoir refusé leur argent. Tu étais mon plus beau trésor, ma raison de vivre. » Léa, les yeux embués de larmes, regardait son amie découvrir enfin cette mère qu'elle avait tant cherchée. Camille Vautrin n'était pas la femme faible et égoïste qu'Élodie avait parfois imaginée dans ses moments de colère. C'était une femme courageuse qui avait tout sacrifié par amour maternel. Si le destin t'a mené jusqu'à ce domaine, ma chérie, c'est peut-être pour réparer ce que ma génération a brisé, peut-être pour prouver que l'amour peut triompher des préjugés et de l'orgueil. Si tu rencontres Adrien Delacroix, sache qu'il n'est pas responsable des fautes de sa famille. Je garde de lui le souvenir d'un jeune homme bon et droit. Ces derniers mots résonnèrent dans le silence de la chambre comme une bénédiction posthume. Camille Vautrin avait non seulement révélé la vérité sur le passé, mais aussi ouvert la voie à un avenir possible pour sa fille et celui qu'elle avait défendu autrefois. « Il y a encore quelque chose », reprit Élodie en découvrant un dernier paragraphe. « J'ai caché une petite boîte dans le mur de la tour nord, derrière la 3e pierre à partir de la fenêtre, au niveau du sol. Elle contient les seules preuves de la vérité sur ta naissance. Garde-les précieusement, ma chérie. Un jour, elles pourraient te servir. »« Des preuves » murmura Adrien. « Quelles preuves ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir, » répondit Élodie en se levant avec une détermination nouvelle. Cette lettre avait transformé sa douleur en force, sa colère en résolution. Elle connaissait enfin la vérité sur ses origines, mais surtout, elle découvrait que l'homme qu'elle aimait avait été le seul à montrer de la compassion à sa mère dans ses heures les plus sombres. Leur histoire d'amour, loin d'être une tragédie, devenait peut-être la rédemption que Camille Vautrin avait espérée pour sa fille. À minuit passé, armé d'une lampe torche et d'outils improvisés, le trio se glissa discrètement vers la tour nord. La lune gibbeuse éclairait faiblement leur progression à travers les couloirs endormis du château. Élodie marchait en tête, portée par une détermination farouche depuis la lecture de la lettre maternelle. Adrien la suivait, son cœur battant d'une émotion mêlée d'appréhension et d'espoir. Léa fermait la marche, veillant à ce que leur expédition nocturne reste discrète. Dans le bureau reconstitué, Élodie se dirigea immédiatement vers le mur indiqué par sa mère. La 3e pierre, depuis la fenêtre, présentait effectivement des traces d'usure subtiles, comme si elle avait été manipulée. Avec l'aide d'Adrien, ils parvinrent à la déceler après plusieurs tentatives délicates. Derrière se trouvait une cavité soigneusement aménagée, contenant une petite boîte en métal patinée par le temps. Les mains d'Élodie tremblaient en la sortant de sa cachette, consciente qu'elle tenait peut-être entre ses doigts les clés de toute son histoire familiale. « Vous voulez que nous vous laissions seuls ?» proposa délicatement Léa. « Non », répondit fermement Élodie. « Nous avons mené cette quête ensemble. Nous la terminerons ensemble. » Elle ouvrit lentement la boîte, révélant son contenu sous la lumière de la lampe. Des lettres soigneusement pliées, quelques photographies, et surtout une reconnaissance de paternité manuscrite signée de la main de Claude Delacroix. Le document, daté de quelques jours avant le départ précipité de Camille, reconnaissait officiellement Élodie comme sa fille légitime. « Il l'avait signée », murmura Adrien, stupéfait. « Mon oncle avait reconnu sa paternité. » Parmi les lettres, ils découvrirent également des promesses d'aide financière et d'installation dans une nouvelle ville, promesses qui n'avaient manifestement jamais été tenues. Claude Delacroix avait joué un double jeu, signant cette reconnaissance tout en permettant à sa sœur Marguerite de chasser Camille par la menace. « Regardez ça », dit Léa en saisissant une photographie particulièrement émouvante. Le cliché montrait Camille et Claude ensemble dans les jardins du domaine, elle souriante et radieuse, lui la tenant tendrement par la taille. Au dos, une dédicace de sa main. « Pour ma chérie Camille et notre petit trésor à venir. Avec tout mon amour, Claude. » Cette image contrastait violemment avec le récit de chantage et de rejet qu'il connaissait. Elle révélait un homme capable d'amour sincère, mais trop lâche pour affronter les conventions sociales et familiales. « Il l'aimait vraiment », constata Élodie avec une émotion complexe. « Mais il n'a pas eu le courage de la défendre. Contrairement à quelqu'un que je connais, » ajouta Léa avec un regard significatif vers Adrien. Le dernier document de la boîte était le plus bouleversant. Une lettre de Claude à Camille, jamais envoyée, dans laquelle il exprimait ses regrets et sa lâcheté. Il y reconnaissait avoir cédé aux pressions familiales par peur de perdre son héritage et sa position sociale. Il terminait en promettant de subvenir aux besoins de leur fille dès que les tensions familiales se seraient apaisées. Cette promesse non plus n'a jamais été tenue.
observa amèrement Élodie. « Claude est mort dans un accident de voiture 3 ans après votre naissance, » expliqua Adrien. « Peut-être n'a-t-il jamais eu l'occasion de réparer ses erreurs. » Cette révélation tempéra légèrement la colère d'Élodie. Son père biologique était peut-être un lâche, mais il n'était pas entièrement dépourvu de conscience. Sa mort prématurée avait scellé définitivement le sort de Camille et de sa fille. « Qu'est-ce que ça change pour nous ?» demanda Élodie en regardant intensément Adrien. « Maintenant que nous savons tout, que nous avons les preuves. » Adrien prit ses mains dans les siennes, ses yeux gris-bleu brillants d'une émotion profonde. « Ça change tout et rien à la fois. Vous êtes officiellement une Delacroix, ce qui vous donne des droits sur l'héritage familial. Mais surtout, ça nous libère de toute incertitude sur nos liens de sang. » Il marqua une pause, comme s'il cherchait le courage de formuler ce qu'il ressentait depuis des semaines. « Je vous aime, Élodie. Pas comme une parente retrouvée, pas par culpabilité familiale, mais comme la femme extraordinaire que vous êtes. Cette découverte ne fait que renforcer ma certitude. Et moi je t'aime pour l'homme que tu es devenu, » répondit-elle en tutoyant pour la première fois. « Pour celui qui a défendu ma mère quand personne d'autre ne l'a fait. Pour celui qui m'a tendu la main sous la pluie de Lyon sans rien attendre en retour. » Leur premier baiser, échangé dans cette tour nord où tout avait commencé, scellait non seulement leur amour, mais aussi la réconciliation symbolique entre le passé douloureux et l'avenir plein de promesses. Léa, témoin ému de cette renaissance, souriait à travers ses larmes. Son amie d'enfance venait enfin de trouver sa place dans le monde, et l'amour qui l'y attendait dépassait tous ses rêves. « Qu'allons-nous faire de ces documents ?» demanda pratiquement Élodie. « Nous allons révéler la vérité à la famille, » déclara Adrien, avec une détermination qui surprit même Léa. « Il est temps que les Delacroix assument leur passé et réparent leurs erreurs. » Cette décision courageuse marquait le début d'un affrontement familial qui déterminerait non seulement l'avenir d'Élodie, mais aussi celui du domaine tout entier. 3 mois s'étaient écoulés depuis la révélation des preuves cachées par Camille Vautrin. L'affrontement avec la famille Delacroix avait été aussi violent qu'attendu. Marguerite avait d'abord nié, puis tenté de minimiser la portée de ces documents. Mais face à l'évidence, elle avait fini par reconnaître les faits, révélant même d'autres détails sordides sur les pressions exercées à l'époque. La transformation qui s'était opérée au domaine dépassait tout ce qu'Élodie avait pu imaginer. Adrien, soutenu par sa détermination à réparer les erreurs du passé, avait bouleversé la structure familiale traditionnelle. Il avait officiellement reconnu Élodie comme héritière légitime, lui accordant une part de propriété du domaine. Plus que cela, il avait transformé la Vinicola en une entreprise collective, où chaque employé devenait partie prenante du succès commun. En ce matin d'octobre, exactement 1 an après leur première rencontre sous la pluie lyonnaise, Élodie se tenait dans les vignes dorées par l'automne. Ses dessins ornaient désormais les étiquettes de la nouvelle cuvée « Camille », créée en hommage à sa mère. Cette cuvée spéciale finançait un programme d'aide aux jeunes femmes en difficulté sociale, perpétuant ainsi l'héritage de compassion que Camille avait incarné. « Tu es prête ?» demanda Léa en s'approchant, radieuse dans sa robe couleur terre de Sienne. Son amie avait elle aussi trouvé sa voie au domaine. Son atelier de céramique, installé dans les anciennes écuries rénovées, attirait désormais des artistes de toute la région. Mais surtout, elle avait découvert l'amour avec Antoine, le maître de chai, leur relation se construisant sur cette complicité douce et évidente qui caractérise les amours durables. « Plus que prête », répondit Élodie en ajustant sa robe de mariée d'un blanc éclatant, simple et élégante comme elle l'avait toujours rêvé. Le mariage se déroulerait au cœur des vignes, sous un ciel d'automne magnifique. Élodie avait souhaité cette cérémonie en plein air, symbole de liberté et de renaissance. Les invités commençaient à s'installer sur les chaises disposées entre les rangées de vignes, créant un tableau d'une beauté saisissante. Adrien apparut au bout de l'allée improvisée, vêtu d'un costume gris anthracite qui soulignait l'intensité de son regard. En la voyant s'avancer vers lui, il sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'il n'avait jamais connue auparavant. Cette femme qui avait bouleversé sa vie, qui avait transformé sa solitude en plénitude, allait devenir sa compagne pour l'éternité. La cérémonie fut empreinte d'une simplicité touchante. Le maire de Saint-Émilion, un ami de longue date de la famille, unit leur destin avec des mots choisis qui évoquaient leur parcours extraordinaire. Quand vint le moment des vœux personnels, Adrien prit les mains d'Élodie, ses yeux brillants de larmes contenues. « Élodie, tu m'as appris que l'amour véritable ne connaît ni classe sociale, ni convention, ni peur du passé. Tu as transformé mes certitudes en espoir, ma solitude en partage. Je promets de t'aimer comme tu mérites d'être aimé, sans condition, sans réserve,
avec toute la passion de mon cœur. « Adrien, répondit-elle, sa voix tremblant d'émotion, tu m'as offert bien plus qu'un toit et un travail. Tu m'as donné une famille, un foyer, la possibilité de me réconcilier avec mon histoire. Tu as honoré la mémoire de ma mère en devenant l'homme qu'elle avait entrevu en toi. Je promets de construire avec toi un avenir qui rendra justice à tous les rêves brisés du passé. » Leurs promesses résonnèrent sous le ciel automnal, portées par le vent léger qui faisait danser les feuilles de vigne. Quand leurs lèvres se joignèrent pour sceller leur union, l'assemblée applaudit avec cette émotion sincère qui accompagne les vrais bonheurs. La fête qui suivit reflétait parfaitement l'esprit de transformation qui animait désormais le domaine. Les employés célébraient aux côtés des propriétaires. Les artistes locaux se mêlaient aux viticulteurs, créant cette harmonie sociale dont Élodie et Adrien avaient rêvé. Marguerite Delacroix, dans un geste de réconciliation tardive mais sincère, avait remis à Élodie un collier de perles ayant appartenu à sa propre mère. « Pour que les erreurs du passé ne se répètent jamais », avait-elle murmuré, ses yeux humides témoignant d'un repentir authentique. Alors que la soirée touchait à sa fin, Élodie et Adrien s'éclipsèrent discrètement vers la tour nord. Dans ce lieu chargé de leurs souvenirs les plus précieux, ils savourèrent quelques instants d'intimité, loin de l'agitation festive. « Tu te souviens de ta première nuit ici ?» demanda Adrien en l'attirant contre lui. « Comment oublier? J'avais si peur de ne pas trouver ma place dans ton monde. Notre monde, corrigea-t-il tendrement. Et regarde ce que nous avons construit ensemble. » Par la fenêtre, il contemplait le domaine transformé. Les vignes s'étendaient sous la lune, promesse de futures récoltes. L'atelier de Léa brillait encore de quelques lumières tardives. Au loin, les logements des employés témoignaient de cette communauté unie qu'ils avaient créée. « Ma mère aurait été fière, » murmura Élodie, la voix chargée d'émotion. « Elle l'est, j'en suis certain, et elle sait que son sacrifice n'a pas été vain. » Un silence paisible les enveloppa, rythmé par le chant des grillons et le bruissement léger des feuilles. Dans quelques heures, ils partiraient pour leur voyage de noces en Toscane, mais ce moment-là n'appartenait qu'à eux. « Sais-tu ce qui me rend le plus heureuse ?» demanda Élodie. « Dis-moi, c'est de savoir que notre histoire ne fait que commencer, que nous avons toute la vie pour nous aimer, pour construire, pour réparer ce qui peut l'être. » Adrien l'embrassa avec cette tendresse infinie qui les caractérisait, conscients qu'ils venèrent d'écrire le plus beau chapitre de leur vie respective. Au loin, les premières notes de « Ne me quitte pas » de Jacques Brel s'élevèrent de la fête, portées par la voix de Léa qui chantait pour ses amis. Cette mélodie, symbole d'un amour qui refuse l'abandon, accompagna les nouveaux époux vers leur chambre, où les attendait une nuit pleine de promesses. L'histoire qui avait commencé sous la pluie lyonnaise s'épanouissait enfin sous les étoiles bordelaises, prouvant que même les cœurs les plus perdus peuvent retrouver le chemin de l'amour quand ils cessent d'avoir peur de se perdre. Domaine de la Croix, septembre 2030. Les rires d'enfants résonnaient dans les jardins du domaine, se mêlant harmonieusement au chant des oiseaux et au bruissement des feuilles de vigne. Élodie observait depuis la terrasse sa fille de 3 ans, Camille, qui courait entre les rangées de lavandes en compagnie du petit Antoine, le fils de Léa et d'Antoine, né quelques mois après elle. La petite Camille avait hérité des yeux clairs de son père et des cheveux châtains foncés de sa mère, mais surtout de cette curiosité insatiable qui la poussait à dessiner sur tout ce qui lui tombait sous la main. À 3 ans, elle montrait déjà un talent artistique précoce qui émerveillait ses parents. « Elle tient de sa maman », dit Adrien en s'approchant par derrière, enlaçant tendrement sa femme, tout en posant une main protectrice sur son ventre arrondi. Élodie portait leur second enfant, une petite fille qu'ils avaient décidé de prénommer Rose, en l'honneur des jardins qui avaient été témoins de leur premier baiser. Cette grossesse s'épanouissait dans la sérénité, loin des tourments qui avaient marqué sa propre naissance. « Le domaine a encore grandi cette année », constata Élodie en regardant les nouvelles constructions qui s'élevaient au loin. Effectivement, leur projet social avait dépassé toutes les espérances. Le domaine de la Croix était devenu un modèle d'entreprise solidaire, attirant des investisseurs éthiques du monde entier. Ils employaient maintenant plus de 50 personnes, toutes parties prenantes des bénéfices. L'atelier de Léa avait donné naissance à une véritable école d'arts appliqués, où de jeunes talents venaient perfectionner leur savoir-faire. « Maman, papa, regardez !» cria la petite Camille, en brandissant un dessin qu'elle venait de terminer. Sur le papier froissé, elle avait représenté avec cette maladresse touchante de l'enfance le château familial entouré de vignes, avec 2 silhouettes qu'elle avait identifiées comme maman et papa. Au centre du dessin,
Un grand cœur rouge englobait toute la scène. « C'est magnifique, ma chérie », s'extasia Élodie, en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de sa fille. « C'est notre maison d'amour », déclara fièrement la fillette, avec cette spontanéité qui caractérise les enfants. Cette expression innocente fit sourire ses parents. Camille avait grandi dans un environnement où l'amour n'était pas seulement un sentiment, mais une façon de vivre, de travailler, de construire ensemble un avenir meilleur. Léa apparut sur la terrasse, portant dans ses bras son second enfant, une petite fille de 6 mois aux joues roses et aux yeux pétillants. L'amitié entre les deux femmes s'était enrichie de cette complicité maternelle qui renforce encore les liens déjà solides. Les vignes de la parcelle sud donnent des résultats exceptionnels cette année, annonça Antoine en les rejoignant, ses mains encore tachées par le travail de la vendange qui approchait. La cuvée Camille va encore remporter des prix, prédit Adrien avec cette fierté discrète qui le caractérisait. Cette cuvée spéciale créée en mémoire de la mère d'Élodie était devenue l'emblème du domaine. Ses bénéfices continuaient de financer des programmes d'aide aux jeunes femmes en difficulté, perpétuant l'héritage de compassion que Camille Vautrin avait incarné. « Vous savez ce qui me frappe le plus ?» dit Élodie, en caressant pensivement son ventre. « C'est de voir comme le bonheur peut se construire sur les ruines du malheur. Ma mère n'aurait jamais imaginé que sa fuite de ce domaine permettrait un jour à sa fille d'y revenir pour y créer une famille. Elle a semé les graines de notre bonheur sans le savoir, renchérit Adrien. Chaque épreuve qu'elle a traversée nous a menés l'un vers l'autre. Le soleil commençait à décliner, teintant les vignes de reflets dorés. C'était l'heure magique où le domaine révélait toute sa beauté, cette harmonie parfaite entre nature et travail humain que les générations avaient patiemment construite. « Tante Marguerite arrive !» cria la petite Camille en courant vers l'allée principale. Effectivement, la vieille dame approchait lentement, appuyée sur sa canne mais le sourire aux lèvres. À 75 ans, Marguerite Delacroix avait trouvé dans ses petites nièces par alliance une nouvelle raison de vivre. Elle consacrait désormais son temps à leur raconter l'histoire familiale, prenant soin d'en transformer les pages sombres en leçons de sagesse. « Mes petites chéries !» s'exclama-t-elle en ouvrant les bras pour accueillir les enfants. Cette scène qui se répétait chaque semaine symbolisait parfaitement la réconciliation accomplie. Marguerite, autrefois gardienne rigide des traditions familiales, était devenue la grand-mère de cœur que les enfants chérissaient. « Comment va notre future Rose ?» demanda-t-elle en effleurant délicatement le ventre d'Élodie. « Elle donne beaucoup de coups, comme si elle avait hâte de découvrir le monde, » répondit Élodie en riant. « Elle aura du caractère, comme sa maman et sa grande sœur, » prédit Marguerite avec cette tendresse qu'elle avait appris à exprimer. Alors que la soirée s'installait paisiblement, la famille élargie se rassembla sur la terrasse pour le dîner traditionnel du dimanche. Les rires se mêlaient aux conversations, créant cette atmosphère chaleureuse qui faisait du domaine Delacroix bien plus qu'une simple propriété viticole. Avant de rejoindre la table, Élodie et Adrien s'accordèrent un moment d'intimité face aux vignes. Dans quelques semaines, ils célébreront leur 5e anniversaire de mariage. Mais chaque jour leur apportait encore de nouvelles raisons de s'émerveiller de leur chance. « Parfois, je me pince pour vérifier que tout cela est bien réel, » confia Élodie. « C'est réel, mon amour, et ce n'est que le début de notre histoire, » répondit Adrien en l'embrassant tendrement. Au loin, la petite Camille dessinait déjà un nouveau chef-d'œuvre, perpétuant sans le savoir l'héritage artistique de sa mère. Le cycle de l'amour et de la création continuait, porté par cette famille qui avait su transformer les blessures du passé en promesses d'avenir. Sous les étoiles naissantes de cette soirée de septembre, le domaine Delacroix respirait le bonheur tranquille de ceux qui ont trouvé leur place dans le monde et savent la partager avec générosité. Fin. Après avoir découvert l'histoire d'Élodie et Adrien, répondez-nous. Si vous découvriez que votre mère a été chassée de la famille de l'homme que vous aimez et que vous pourriez être des parents éloignés, vous battriez-vous encore pour cet amour ou abandonneriez-vous par peur des complications du passé? Élodie a choisi d'affronter la vérité aux côtés d'Adrien, transformant la douleur en force et construisant un avenir sur les ruines du passé. Mais vous, croyez-vous que l'amour véritable peut surmonter tous les obstacles, y compris les secrets de famille les plus sombres? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.